Mardi 16 mai 2023 à Metz, témoignage de Rodolphe Wachtel. Oui. Bonjour monsieur, dites-nous Bonjour. d'abord où et quand vous êtes né. Je suis né à Metz le 10 juin 1936. Très bien. Donnez-nous les prénoms de vos parents et le nom de jeune fille de votre mère. Joseph Wachtel, Ouais, mon père. Rachel Jakubowicz, ma mère. d'accord. Ils sont nés en quelle année vos parents? Mon père est né en 1900. Ok. Ma mère en 1911, en Pologne. Entendu, vous allez y revenir. Connaissez-vous les prénoms de vos grands-parents? Non, je n'ai pas vu mes grands-parents, je ne les connais pas, Aucun? ni du côté du père, ni du côté de la mère. Vous les connaissez même pas en photo? Je les ai vus en photo, mais je ne les connais pas. Ok. Qu'est-ce que vous savez d'eux aujourd'hui? D'où ils venaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils comme étaient en métier? Pologne, mais je ne connais pas grand-chose. Même pas leur région de naissance? Si, à Dukla, Ouais, pour mon père, non, pour ma mère, et à Rozvadova, pour mon père. d'accord. Vos parents, ils étaient d'une famille nombreuse ou sans Mon plus? père, oui, il avait 12 frères. Ma mère avait 4 sœurs et un frère. Ok. Vos parents, ils se sont connus là-bas ou ici? Non, non, ils se sont connus ici. Enfin, en En France. France, oui. Ok. Alors, est-ce que vous savez en quelle année ils ont quitté la Pologne les uns et les autres? Je ne sais pas précisément. Ma mère a quitté la Pologne pour aller en Allemagne chez une cousine, et mon père a quitté la Pologne, mais je ne sais pas en quelle année, pour venir en France. D'accord. Alors, ils se sont connus dans quelle ville? Ils se sont connus en France, à Metz. À Metz. Oui, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui les a conduits à Metz et non pas à Paris, par exemple? Précisément, je ne sais pas. Ils sont venus, ils ont atterri. Je pense que c'est par hasard qu'ils sont venus. Il n'y avait pas de parents qui étaient Non, déjà là? absolument pas. Non, non. Il n'y avait aucun lien de parenté. Et Ok. il n'avait aucune raison familiale pour venir à Metz. D'après vous, vos parents, ils venaient d'un milieu qui était... Ben, c'est un peu le même milieu, juif religieux. Ils étaient croyants. Mon père était croyant, mais loin d'être fanatique. Ok. Il faisait la prière, peut-être pas tous les jours, mais enfin, il priait beaucoup quand il y avait un gros problème dans la famille. C'était sa façon de s'exprimer, parce qu'il ne s'exprimait pas autrement. Il n'y avait pas de dialogue avec mon père. C'est pour ça que j'ai très peu de détails, mais sa façon d'exprimer enfin, son amour pour la personne qui avait un problème, c'était de jeûner. Et il a beaucoup jeûné concernant mon troisième enfant, qui a eu des problèmes durant longtemps. Et D'accord. c'était, Mais c'est quelqu'un qui ne parlait pas. non, il ne s'exprimait pas. Il a consacré sa vie au travail pour la famille, mais il n'y avait pas de dialogue, d'échange, comme on en a maintenant avec ses enfants. D'accord. Alors du coup, il n'a pas eu l'occasion de vous raconter sa jeunesse en Pologne? Non, on n'a pas. Non. D'accord. C'était. D'accord, c'est pour ça que vous en savez peu Ben, aujourd'hui. j'en sais peu. C'était. Bon, il a consacré sa vie au travail pour sa famille, etc. Mais il n'y avait pas de discussion, de dialogue. D'accord. Est-ce que vos parents, ils parlaient français en arrivant en France? Non, mon père, et même en étant en France, ne parlait pratiquement pas français. Et votre mère? Ma mère a appris le français, parlait le français. Ok. Il a travaillé, il était tailleur aussi avec un magasin, mais Ok. ne parlait pas français, même avec la clientèle. Alors votre père ne vous a pas raconté grand-chose. Est-ce que Non, votre ma mère vous a mère, raconté, elle, très peu, très peu. comment ils se sont connus? On les a présentés. Mon père était déjà marié, il avait un enfant, mais je n'ai pas de gros détails. Ça n'a jamais été discuté dans la famille. Alors votre père avait déjà un enfant, vous voulez dire qu'il était veuf? Il était veuf et j'ai une grande sœur Ouais. ouais, Ok. Donc il a grandi avec vous? qui a petit grandi. peu. Oui, oui, Ok. Alors vos parents, ils s'installent à Metz. où précisément? On était dans le quartier du Pontifroy, L'adresse exacte, vous la connaissez? rue Chambière. Le numéro?
Ouf, alors là, vous m'en demandez trop. Là, mais rue Chambière. Ok. Est-ce que vous avez malgré tout un souvenir de votre logement? J'ai un souvenir du quartier, surtout malfamé, dangereux, où ma grande sœur a été poignardée d'ailleurs un soir. Il y avait beaucoup d'ivrognes. C'était pas un quartier facile. Un quartier pauvre? Pauvre, je ne sais pas si dans l'ensemble il était pauvre, mais mal fréquenté et puis dangereux le soir pour rentrer à la maison. D'accord. Vos parents, ils font... C'était le quartier des gens qui émigraient au départ. Et après, on est monté dans un autre quartier, puis ensuite dans le quartier résidentiel. Ok. Il y avait une ascension sociale. Et géographique, du coup. Oui, oui. D'accord. Ça, c'était le départ. Alors, dans ce quartier, il y a beaucoup d'immigrés polonais, vous voulez dire? Il y avait au départ beaucoup d'émigrés, Pas seulement. pas seulement immigrés. Ok. Ensuite, Beaucoup de juifs ou pas forcément? pas forcément beaucoup de juifs. Ok. Vos parents, ils vivent de quoi durant cette Alors, période? il avait dans ce quartier un peu plus haut un magasin. Il était tailleur, pour pas changer. Hein. D'accord. Oui. Ouais. Voilà. Et après, bon, au départ, il était tailleur, il travaillait pour d'autres personnes. Et puis, il y avait un magasin et ma mère s'occupait du magasin. Alors, quand vous dites qu'il avait un magasin, est-ce qu'il vendait sa propre Oui, production? oui, oui. Oui, D'accord. oui. Il avait un nom? Avec une... Non, il n'y avait pas de nom, mais c'était... Quand on s'imagine comment il travaillait, c'est quand même assez humoristique. Hein. Il n'avait pas de modèle, hein. C'était à la vue, comme ça. Mais bon, ça marchait bien, il s'est débrouillé, il a fait vivre sa famille. Voilà. Vous voulez dire qu'ils ont vécu de mieux en mieux? Oui, de mieux en mieux. Alors, il y avait la collaboration de... J'ai une deuxième sœur, plus âgée, qui travaillait avec ma mère. Mais moi, j'ai assez vite quitté le milieu familial. Vous allez nous l'expliquer. Votre mère était aussi tailleuse, du coup? Non, non, non. Elle vendait D'accord. les pantalons. Alors, votre magasin, il se situait où? Rue des Jardins. C'était à peu près à 500 mètres de la rue Chambière. Ok, donc une rue commerçante. Une rue commerçante. Oui. Beaucoup de juifs. Actuellement, très peu, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Mais beaucoup de juifs dans cette rue. Alors, pour résumer, en 1939, vos parents, ils ont déjà une situation correcte? Ils vivent bien? On vivait. Oui. Ok. Puis de là, on a été conduit à Roumazières avec d'autres Messins, juifs Messins, Alors, près attendez. de Poitiers, pendant la guerre. Ouais, on y arrive. Une dernière question. Est-ce que vos parents se sont fait naturaliser français? Oui, Avant la guerre ou après? non, après la guerre. Donc en 1939, ils sont étrangers. Ils sont étrangers. Alors, ils sont polonais ou ils sont apatrides, comme ça arrive quelquefois? Polonais, oui. Alors vous-même, vous êtes le fils de deux étrangers en France. Oui, Est-ce que vous êtes tout de suite français ou oui, pas? j'étais naturalisé français tout de suite. Oui. D'accord. La guerre arrive. 1939, la guerre est déclarée. Allez-y, vous parliez Alors on de... part vers... Alors je ne sais pas exactement, mais on était déportés, enfin c'est un grand mot, c'est pas les déportés, Oui, oui. conduits avec d'autres familles juives à Roumazières, près de Poitiers. Que des juifs. Oui, voilà, quelques familles juives. On s'est retrouvés là-bas. Ouais. Et de là-bas, alors je ne sais pas, on a été conduit à Saint-Benoît, qui est à côté. Et là commence mon aventure avec les Indochinois. Alors j'ai une petite précision à vous demander. Vous dites on est parti de Metz. Mhm. Les Allemands étaient déjà là ou Oui, oui, oui. Alors vous voulez dire que vous avez été expulsé? Expulsé et conduit à Roumazières. Oui. D'après vous, combien vous étiez de familles là? Je ne serais pas capable de vous le dire. Mais je me rappelle de 2-3 familles juives. Alors là, vous avez quel âge? Vous avez J'ai 4 ans? Oui, à peu près. Oui. Est-ce que vous avez un souvenir net de ce départ? Non. Alors, je sais pas. Alors, je suis vraiment honteux parce que elle a pris tous mes souvenirs. J'ai pas très peu de souvenirs. Parce que Vraiment, votre j'ai des flashs, Ouais. mais j'ai très peu de souvenirs. Et est-ce que dans la mémoire familiale, plus tard, On n'en a pas parlé.
Je vous dis, c'était un peu le silence, alors conscient ou pas, Oui. il n'y a pas eu d'échange. Ok. Alors revenons à Roumazières, vous nous disiez, dans le département de la Vienne, Oui, c'est ça. zone occupée. Oui. Là, de quoi est faite votre vie? Ma vie personnelle, je ne sais pas, La mais ma famille, grande sœur s'occupait de nous procurer la nourriture. Mon père était caché, hein, et le reste, Alors, comment il était caché, votre père je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je sais à Saint-Benoît comment il était caché. Oui. Il était dans la forêt, caché. Et la famille qui m'avait pris en charge, les Indochinois, lui amenait à manger la nourriture dans la forêt. On va y arriver. Sur Roumazières, vous n'avez Non, j'ai pas. pas C'est plus de pour ça que je souvenirs. vous parle de Saint-Benoît où je Très bien. suis dans cette famille. Ok. Alors, est-ce que plus tard, ou même récemment, vous avez retrouvé des personnes qui, comme vous, étaient réfugiées à Roumazières, ou dans des archives, d'autres renseignements, ou pas? Il y avait d'autres familles juives, une ou deux familles juives qu'on a retrouvées à Metz. Oui, Plus tard, vous voulez oui, dire? oui, plus tard. Avec qui vous avez partagé des souvenirs J'ai pas de souvenirs, mais je sais qu'ils étaient présents. entendus? Alors, Saint-Benoît, Ah, je suis pas. ça se trouve où, Saint-Benoît? C'est aussi dans la Vienne? C'est dans la Vienne, oui. D'accord. Alors, vous-même, donc, vous êtes placé Je suis pris en charge par cette famille d'Indochinois. Il y avait une colonie d'Indochinois à Roumazières? à Poitiers, à Saint-Benoît, pardon. À Saint-Benoît, pardon. Excusez-moi. Donc, Ben, montrez-nous la photo. Tout à l'heure, vous vouliez nous montrer la photo absolument. voilà, c'est Mettez-le pardon. devant vous sans bouger. Voilà, quelques secondes. On va faire. C'est la personne qui est derrière moi qui était directement responsable. C'est bon, ça va, Jimmy? C'est bon? C'est bon, vous pouvez le poser. Alors je sais que, je parlais indochinois, j'étais habillé comme eux. Ma mère avait très peur qu'ils m'emmènent plus tard, mais ça a été extraordinaire parce qu'ils amenaient à manger à mon père, etc. Et malheureusement, comme les Juifs, ils ont tous été déportés. Alors attendez, est-ce que vous savez comment votre famille a été amenée à connaître cette famille d'Indochinois? Je ne sais pas. Leur nom? Oh, Trop compliqué. Ouais. non, je ne sais pas. C'est ma grande sœur qui a sauvé cette photo, mais le nom, on ne se rappelait pas du nom. Et alors vous-même de cette période, vous nous parliez de flash tout à l'heure, qu'est-ce qui vous Ben, en c'est reste ça, aujourd'hui? j'étais un petit peu habillé comme eux, et puis... non, Dans vos souvenirs, vous pensez avoir été à peu près heureux ou... Ah oui, je pense que moi, et puis même, je dois dire que la cellule familiale, c'était la guerre, il y avait des problèmes, mais on a été quand même relativement protégés. Alors, Mon père a été déporté quand on était à Roumazières, où effectivement il a été déporté à Drancy. Et là, il y a un épisode terrible, je vous raconterai après. Il a réussi à s'évader et à se cacher dans la forêt, mais voilà. à quelle date il a été arrêté, votre père? Je ne sais pas. Vous n'avez pas retrouvé la date? Non. Non, là, c'était le blackout total dans la famille. Non. Il a transité par le camp de Poitiers ou pas du tout? Le camp de la route de Limoges? Non. Il s'est évadé de Drancy et puis il s'est réfugié dans la forêt. Vous voulez dire qu'il est revenu près de chez vous? Oui, et puis Il s'est caché. Il s'est caché, et là, il était aidé par les Indochinois. Alors, Saint-Benoît, c'est une commune qui se trouve près de quelle ville? Près de Roumazières, c'est dans le coin. Ok. Donc, si je comprends bien, vous vivez avec votre mère chez ces Indochinois? Non, pas, moi j'étais tout seul. seul? Hein. Non, mon père était caché, ma grande sœur était ailleurs, mon autre sœur, mais ma mère était aussi ailleurs. Non. Tous dispersés? Dispersés, avec la peur que moi je parte en Indochine. Alors, vous-même, est-ce que vous les voyiez Je ne sais pas. Je n'ai vraiment aucun souvenir de ça. Tout ce que vous savez aujourd'hui, c'est ce on flash. vous l'a rapporté? Oui. Ah, c'est...
Alors, qu'est-ce que vous savez de la vie maintenant Ben, je sais de que, votre mère et de... non, de ma vie à moi, je sais que, je ne sais pas si c'est à Saint-Benoît ou à Roumazières, c'est qu'on a lâché un chien sur moi, des collaborateurs, et que j'ai été vacciné contre la rage. Voilà, voilà, je me souviens de ça. Ok. Euh, c'est, Vous pensez avoir eu faim ou... je ne crois pas. Je ne crois pas. Ma grande sœur se débrouillait bien. Oui. Personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir manqué de nourriture. Qu'est-ce que vous savez de la vie de votre mère pendant tout ce temps? Peu de choses. Avec quoi elle vivait? Je sais pas. Je sais pas. Hein, Je comprends. je sais pas. Votre sœur, plus tard, est-ce qu'elle-même vous a un peu Elle, raconté? elle nous a un peu raconté qu'elle se débrouillait, elle allait chercher la nourriture, elle ramenait la nourriture, mais je pense pas qu'il y ait eu de grands manques, heureusement. Ok. Hein, bon, c'était pas là, mais on a relativement été protégés. Alors, votre sœur et votre mère, Oui. elles vivaient sous une fausse identité ou pas? Je ne pense non. Elles portaient l'étoile? On a porté l'étoile, moi j'ai porté l'étoile aussi. Vous avez un petit souvenir de ça ou pas du tout? J'ai pas de grands souvenirs. Ok. Vous savez que vous Mais l'avez je porté? sais qu'on a porté l'étoile. Ok. Alors du coup, quel est personnellement votre premier vrai souvenir, même d'après-guerre, après ce blackout? Euh, Mon premier, alors on est revenu sur Metz, hein. Ouais. Mon père est passé par Metz. En fait, et là c'est des grandes discussions au sein de la famille, mais ça n'a jamais été éclairé, notre vrai nom c'est Reiss. Mon père avait donc, il restait un frère en Israël qui s'appelait Reiss, et brusquement nous on s'appelle Vachtel. Moi je crois qu'il a changé de nom en revenant après la guerre et a peut-être pensé que Vachtel c'était moins compromettant que Reiss. Voilà comment moi je vis ça depuis. Alors, Mais c'est pas sûr. C'est Donc- pas sûr, mais pendant la guerre et avant la guerre, votre identité, c'est quoi? c'est Vachtel. Ok. Et après la guerre, c'est... Mais c'est resté Vachtel, mais il avait un frère en Israël qui s'appelait Reiss. Ok. Alors bon, je sais pas. D'accord. Il a perdu 10 frères pendant la guerre, Qui était resté en Pologne? qui étaient restés en Pologne. Alors ça, il l'a su Je sais rapidement. pas, on n'en a jamais parlé, mais c'était lourd. Et de France, est-ce qu'il y a eu dans votre famille des déportés Non. proches? Non. À part sa déportation enfin, à Drancy, et tout ça, il n'y a pas eu de... Non, on a relativement été protégés. Alors, je vous repose ma question. Vous nous faites part d'un blackout de cette période pour vous. Votre premier... quand Alors, est-ce que vous commencez à avoir des souvenirs? Après, j'ai été gardé près de Poitiers par une institutrice. Là, c'est après la libération? Non, en fin de guerre. Ok. Et je suis retourné la voir alors que ma fille, ma deuxième fille, avait 6 ans. Donc là, vous aviez quel âge, vous? Moi, j'avais quel âge j'avais? Elle a quel âge, Daniel? Daniel, Oui. 50 plus qu'il y a. C'est-à-dire? Oh, j'avais déjà 40 ans. Voilà, hein, ok, oui. d'accord. Bien après la Oui, guerre. bien après la guerre. Et je sonne, elle m'ouvre. Bien sûr que je lui dis, vous ne me reconnaissez pas. Elle me dit, non, vous, je ne vous reconnais pas, mais elle, je la reconnais. Mon enfant de 6 ans, puisqu'elle m'a gardé à cet âge-là et qu'elle me ressemble. Alors ça m'est resté. Comment elle s'appelait, cette institutrice? Delivertu. Et puis ma mère a gardé le contact tous les ans, on lui a envoyé pour son anniversaire quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, cette institutrice, d'après vous, elle vous gardait à titre gracieux ou elle Oui, touchait à titre gracieux. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'être aussi sûr de vous, de ce point de vue-là? Vous Ah ben, en avez parce parlé que- avec elle ou... Non, on n'a jamais parlé dans la famille qu'on payait. Ma grande sœur me l'aurait dit. Non.
Ok. C'était vraiment à titre gracieux. Hein. Et plus tard, vous êtes resté en Ben, contact avec elle? moi, non, mais ma mère, oui. D'accord. Et tous les ans, à l'anniversaire, elle lui envoyait un cadeau. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'à l'époque, il n'y a pas eu cette démarche pour les justes. Oui, c'était Je peut-être ne sais pas. moins En tout connu. cas, ce que je regrette, c'est d'avoir pu la faire pour les Indochinois. Hein. Oui. Mais je ne sais pas, on aurait dû le faire, je ne m'explique pas. Vous pouvez toujours essayer, Même si la personne n'est plus là. bien sûr. Pourquoi, autour de 40 ans, vous avez eu le besoin de retrouver cette dame? Quand même, on est un être humain. Hein. J'ai eu connaissance de ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Et puis, sous l'impulsion aussi de ma mère, qui, je voyais que chaque année, c'était important pour elle d'envoyer un cadeau. Alors, je vais vous reposer ma question. Vous n'avez pas de souvenir de la période de la guerre. Vos souvenirs d'enfant, ils commencent quand? Ben, il commence assez tard. Il commence assez tard. À quel âge à peu près? Bien après la guerre ou... Bien après la guerre, oui. Vraiment, parce qu'on ne parlait pas dans la famille, on n'en parlait pas. Hein. Et alors, je ne sais pas, je dis, j'ai vu la pédopsie il y a 2-3 jours, j'étais avant de venir ici, parce que je me dis, il m'a dit que c'est possible d'avoir été, alors qu'on n'a pas, je ne peux pas dire qu'on est directement, moi je n'ai pas directement souffert, mais c'est possible d'avoir occulté toute cette période-là. Bon, je me raccroche à ça parce que je crois, par rapport à ma Votre femme, femme, j'étais un petit peu gêné. Hein. Non, non, vous n'allez pas être gêné. Mais je n'ai pas de souvenirs. Et aussi peut-être parce que dans le milieu familial, on était plus ouvert. Son père est sûrement était plus ouvert avec sa fille que mon père. Je vous dis non, il n'y avait pas de contact. Hein. C'était pas par un manque d'amour, au contraire, mais c'était sa façon d'être. Et votre mère était une taiseuse aussi? Moins, beaucoup moins. Ma mère a œuvré beaucoup après la guerre. Elle a fait revenir, elle avait 3 sœurs, un frère qui est mort, mais elle a fait revenir avec difficulté ses 3 sœurs en France. Et ses sœurs, elles étaient où? Elles étaient en Pologne. Et puis elles ont en Pologne, en Russie, elles ont vadrouillé un petit peu partout. Et là, avec de l'argent, là ça a coûté, mais elle a fait revenir ses 3 sœurs en France. Vos parents, ils sont devenus français? Oui, oui. Mais mon père n'a jamais parlé français, quelques mots. Ma mère se débrouille. Ma mère parlait pas mal. Et à la maison, pardon, on parlait yiddish avec mon père. J'étais bien obligé. Vous le parlez encore aujourd'hui? Moi, je le parle, oui. Mais pas le même qu'elle. C'est-à-dire, allez-y. Non, mais il y a plusieurs. Il y a Les accents. il y a le juif de Vilna, et il y a le juif. Mais je parle. Non, je comprends quand même. Ça vous arrive d'avoir des conversations Moins, beaucoup moins. Non, vraiment moins. Non, bon, c'est pas naturel. Hein. C'est pas tellement naturel, mais je le parle. Je le parlais avec ma mère, avec mon père. Vos tantes de Pologne que vous avez retrouvées après la guerre, est-ce que là, vous avez essayé de savoir ce qu'avait été leur vie? Non, il n'y a pas eu cette même curiosité de ma part. Et elles-mêmes n'ont pas raconté, peut-être à leurs enfants, mais je ne sais pas directement, non. Et ces femmes, elles se sont bien adaptées en France? Elles se sont bien adaptées, elles ont appris, il y en a 2 sur 3 qui ont bien appris le français. Non, elles étaient bien. Et il en reste une qui est centenaire en Israël. Les autres sont mortes malheureusement d'un cancer, mais il y a une centenaire d'ailleurs qui a 101 ou 102 ans, et on va le fêter ça au mois d'août, puisqu'on va en Israël. D'accord. Jusqu'à quand vous avez fait des études? Ah, moi j'ai arrêté assez vite. J'ai quitté la maison parce que j'étais happé par le mouvement de jeunesse à Shemer Hatzaïr. Ouais.
Et Alors, attendez, j'étais jusqu'au premier bac. comment vous avez été amené à militer dans la chaumière à Tsania? Quelqu'un est venu à Metz, un Ouais. représentant, a fait du Son nom, recrutement. vous vous en rappelez? Oui, oui, je me rappelle au recrutement, et puis bon, ça m'a plu, et puis j'étais très vite, alors après le premier bac, je suis allé à Paris, dans l'organisation centrale. On a mené une vie très intéressante à Paris. Vous viviez où à Paris? Je vivais chez ma sœur, Ouais, qui est à Paris. ok. Mais je faisais partie du comité, enfin de l'organisation centrale, donc on recevait un petit salaire. D'accord. Et puis on avait une vie très intéressante avec les jeunes, et puis la vie de Paris, etc., qui ne cadrait pas tout à fait avec la vie qu'on allait nous réserver en Israël. Alors, vous êtes obligé de nous raconter un peu Ben, mieux. moi, je suis resté assez longtemps. Alors, je suis resté assez longtemps à Paris, Ouais, alors que la personne avec qui je me voyais à l'avenir était partie dans une ferme-école près d'Agen. ok. Très, Laquelle? et puis, elle était partie vers 19 ans, vers 19 Le nom ans, de cette ferme-école? à Zet, près d'Agen. Et puis, elle est partie en Israël. Ouais. Et elle est restée avant moi 4 ans en Israël, au kibbutz. Lequel? Bet Kama. Voilà. Et Alors, moi, faites comme si votre femme n'avait pas raconté non, son histoire avant à vous, Bet s'il vous plaît. Kama. Ok, merci. J'étais d'ailleurs avec son futur, son mari, Ok. hein, à Paris. On est restés très amis, c'était mon meilleur ami. Et puis, je suis parti avec le statut d'insoumis, parce que je devais aller au service militaire. Et puis, je suis parti, parce que idéaliste, etc. Bon. Donc, je suis arrivé au kibbutz. Donc vous, c'est le militantisme Oui, qui a oui, mis fin à vos études, c'est ça? oui, Enfin, oui, 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 oui. Aux grandes dames de mes parents, etc. Mais bon, alors, j'étais embarqué à 100% là-dedans. Et on arrive au kibbutz. ce qui gênait vos parents, c'était que vous les Que je quittiez. quitte avant d'avoir terminé mes Ok, études, d'accord. et puis que je parte malgré tout. Où, vers quoi, c'est quand même difficile de voir un enfant partir comme ça. Vous aviez quel âge là? Ouais, mais quand je suis parti en Israël, Ouais. j'avais 22 ans. Ok. Et puis je suis arrivé au kibbutz. Ouais. Et puis là, la réalité n'était pas la réalité qu'on imaginait en tant que petit bourgeois à Paris, avec la vie parisienne, etc. On est tombé dans un kibbutz difficile parce que il a été créé par les rescapés des camps de concentration. Et nous, on venait avec notre petite vie de bourgeois, avec nos... Ouais. C'était totalement différent. Et Donc, des gens qui étaient plus âgés que vous, j'imagine? beaucoup du plus coup? âgés que nous. Ouais. Il y avait eux, cette première couche, il y avait des Israéliens qui sont venus renforcer le kibbutz, et nous en troisième. Oui. Et il y avait un monde entre nous et les rescapés de la Shoah, Bien sûr. hein, avec nos... Ça faisait combien de personnes en tout? Oh, on était quoi, 200, hein, à peu près D'accord, 200. ok. Vous parliez hébreu, vous? Moi, je parlais très peu. Non, je parlais peu parce que j'avais un petit peu appris à l'école juive de Metz, mais je ne parlais pas. Ok. Dans les tout premiers jours, vous êtes accueillis On est bien accueillis, ou avec suspicion, parce que vous êtes des... pas suspicion, mais pas ce qu'on imaginait. On vient avec sa valise, la valise est immédiatement happée par les gens, et on distribue les vêtements. C'était le communisme, mais vraiment au sens 100% du mot. bien sûr. La Chemin à Seir, c'était d'ailleurs un parti socialiste, sioniste, très, pour ne pas dire communiste, hein, très stalinien aussi, jusqu'au procès des blouses blanches. Parce qu'on a eu un membre de notre parti qui était partie prenante de ce procès et qui a ouvert les yeux, qui nous a ouvert les yeux. De toute façon, vous y êtes arrivé à peu près au même moment, j'imagine?
Des procès? Oui, vous Non, étiez non, un peu c'était après. bien avant. Oui, voilà. Moi, je suis arrivé bien avant, oui. D'accord. Et donc là, je retrouve ma future femme, Oui. avec une vision totalement différente des choses, qui n'a rien. Alors nous, ça a été très rapide parce que on a été aidé par la belle-mère de ma femme, qui est venue avec nous et qui a très vite vu ce qui se passait au kibbutz, que c'était pas du tout comme on l'imaginait. Que c'était pas fait pour vous, en fait, c'est ça? C'est difficile. Moi, j'ai été vaché. On m'a mis comme vaché. Ouais. Bon, j'avais pas du tout l'envie d'être vaché. J'étais pas du tout paysan dans l'âme, etc. Et se retrouver le matin, à 6 heures du matin, les pieds dans le purin. On a beau se réciter Marx, hein, ça marche pas. Et bon, donc. Et puis je suis tombé malade parce que j'ai eu une hernie discale. Et là, ça a été l'explosion. On ne m'a pas cru au kibbutz. On a cru que je ne voulais plus travailler, etc. Et que c'est sa belle-mère qui a dû m'emmener à ses frais, je ne sais plus qui a payé, là, voir un naturopathe pour me rétablir. Parce que le kibbutz ne me croyait pas. Enfin, ça a été vraiment... Là, ma femme, ma future femme, a ouvert les yeux un petit peu. Elle n'avait rien vu de ce qui se passait pendant 4 ans. Ouais. Elle était vraiment très idéaliste. Et ça a commencé à être le divorce avec les idées reçues, etc. D'accord. Donc on est resté le temps d'un accouchement. Moi, je suis resté 9 mois. Après des discussions sans fin avec mon épouse, etc. Et puis on a quitté. Et puis en fait, je ne me voyais pas être paysan, même dans ce cadre-là, et je voulais toujours être pédiatre. Voilà. Et là commencent les difficultés, parce qu'on quitte les kibbutz sans un sou, il faut travailler. Je ne peux pas rentrer à l'école de médecine parce que je n'ai pas les moyens, et à l'époque c'est très fermé. Ouais. Donc je suis obligé de choisir une autre voie. J'ai fait Sciences Po. Okay. Mais ça ne nourrit pas son homme. Hein. Donc on a donné des cours particuliers au départ. On se partageait l'argent avec ce couple-là. C'était assez épique. Bon. Et puis, j'étais pas du tout, il fallait travailler, donc j'étais pas du tout doué pour l'enseignement, le français, contrairement à mon épouse. Donc elle me préparait les cours le soir, et moi j'étais admis dans une école et je les transmettais le matin. Et le soir, j'allais à l'université pour faire de Sciences Po et sociologie, ce qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc vous avez fini par être pédiatre quand même? Alors, j'ai fait 4 ans, mais je suis rentré en France quand j'ai pu rentrer, parce que j'avais été insoumis. Ouais. Donc j'ai dû faire une demande de réforme. Ouais. Bon, mais il y avait du piston, j'ai dû aller voir un général. Alors je vous raconte quand même. Ce général, je discute avec lui, il me demande d'où vous venez. Je lui dis, je viens d'Israël. Mais vous n'êtes pas noir? Voilà. Donc, pour vous donner, vraiment, je n'invente rien. Hein. Bon. Bref, j'ai été réformé. Ok. Et là, je me suis inscrit à l'université, enfin, à la fac de médecine, à 27 ans, avec un enfant. Mm-hmm. Et mon épouse, vraiment exceptionnelle, travaillait, et était prof de français, et c'est elle qui gagnait de quoi manger. Et j'avais un enfant. Alors justement, Donc avec l'enfant et le cartable, on le déposait au jardin d'enfants, à l'école. Moi, j'avais mon cartable, j'allais à la fac, et elle allait travailler. et alors votre enfant, c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Est-ce que vous l'avez raconté ce qu'avait été la vie de sa famille de votre côté pendant Oui, la il guerre? connaît un petit peu. Quand il était petit, je veux dire, pas aujourd'hui. Oui. Non, mais un petit peu, oui. Ouais. Des bribes, un peu, puisque je ne peux pas raconter ce que je ne sais pas. Hein. Mais à l'époque, déjà, vous aviez ce trou de mémoire Oui, vraiment. Ok.
Et donc, j'ai fait mes 7 ou 8 ans de médecine en France Ok. avec cet enfant. Et une fois que j'ai terminé, je suis reparti en Israël faire ma spécialité de pédiatre. D'accord. 5 ans. D'accord. Et là encore, ma femme devait subir. Mais enfin, j'ai pu un petit peu pu travailler et gagner un peu d'argent quand même. Voilà. D'accord. J'avais une deuxième enfant qui est née à Paris pendant mes études. Ouais. Et puis une troisième enfant est née en Israël avec d'énormes problèmes de malformation. Et j'ai dû, parce qu'à l'époque le pays était quand même jeune, il y avait certaines choses, mais j'avais très peur d'une greffe rénale, etc. Et que je suis quand même retourné en France D'accord. parce que les moyens étaient quand même plus intéressants. D'accord. Et puis, par remords aussi, parce que mon père n'était pas bien et je ne concevais pas que, après tous les sacrifices qu'il a fait, moi, médecin, je ne sois pas à ses côtés. Ok. Donc, bref, je suis resté en France. J'ai travaillé à Thonon, et ça, je le précise. J'ai fait mon premier stage d'interne en pneumologie. Et là, catastrophe. On boit beaucoup en France, dans les études de médecine. Chaque chose est prétexte à picoler un petit peu. Moi, je ne buvais pas parce que je venais de la Chamara de Saïr au régime strict, mais bon, je ne regrette pas maintenant. Et à chaque petite fête où on buvait, il venait vers moi, le patron. Oui. Il me prenait par le cou, il me disait, vous savez, j'ai rien contre les juifs. Je ne savais pas où j'étais tombé et j'ai appris que c'était le médecin-chef de Zorancy, où mon père avait été déporté. Voilà, ça a été dur, ça. Ça a été dur. Comment il s'appelait? Brocard, professeur Brocard. Bon, heureusement qu'il y avait un assistant avec qui j'ai énormément sympathisé et qui m'a beaucoup aidé pour les problèmes de mon enfant. Mais sinon, j'aurais quitté. Mais c'était terrible quand j'ai appris ça. Bien sûr. Bon, voilà. Est-ce que vous avez été amené, malgré ce trou de mémoire, à parler quand même plus tard, y compris récemment, à d'autres Non, mais j'ai un principe auquel je tiens. J'ai 2 dates anniversaires dans ma vie. J'ai toujours refusé, pour le principe, parce que ça n'a pas de sens maintenant, mais d'acheter une voiture allemande, comme en mémoire de ce qui s'est passé. Okay. Ça, et je suis content parce que le fils aîné de ma deuxième femme pense exactement la même chose. Mais je ne peux pas empêcher mes enfants, ma fille. Okay. Mais personnellement, ça c'est une chose que j'ai toujours rejetée, malgré toutes les propositions qu'on vous fait quand vous êtes médecin, Mercedes, etc. J'ai toujours refusé. Okay. J'ai une deuxième date souvenir, mais ça on y verra peut-être. Non mais allez-y, de toute façon on va arriver au bout. Moi j'ai fait mon service militaire, 1 an, en Israël. D'accord. J'ai été libéré parce qu'à l'époque, on libérait quand un enfant naissait, on ne voulait pas. Donc, on libérait la personne. Bon. Oui, et j'étais, après, à mon deuxième retour en Israël, donc médecin d'un bataillon de la région de Jérusalem, puisqu'on habitait Jérusalem. D'accord. Et survient la guerre de Kippour. Moi, je ne suis pas religieux, hein. Je ne suis pas du tout religieux. Je mangeais avec l'autre médecin pédiatre avec qui je travaillais. Et puis on entend la mobilisation, il entend son nom, il quitte immédiatement la pièce. Et moi, je devais aller dans le nord, j'étais médecin du bataillon qui devait aller dans le Golan. Oui. Et au dernier moment, on m'a libéré de ça et on m'a mis, je devais retourner à l'hôpital où je travaillais. Okay.
qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout ce bataillon, aux premières heures, a été tué, puisqu'il n'y avait aucune préparation. Il n'était pas armé, etc. Et moi, j'ai été épargné. Voilà, c'est une deuxième date souvenir. J'ai une dernière question. Et alors, je suis à la guerre, donc la guerre s'est déclarée à midi, et moi qui ne suis pas religieux, je travaillais dans un hôpital religieux, donc je me suis dit, je vais arriver une fois le Shabbat fini. Qu'est-ce que j'ai entendu? Parce que tous les religieux sont arrivés à midi, c'est ce qu'on appelle le pikuar nefesh, il faut défendre la vie, et ça passe au-delà des croyances religieuses. Et moi, je ne savais pas. Moi, le seul non-juif croyant, enfin, je suis arrivé après tout le monde, ça a été... Voilà, ça... Ouais. Mais bon... et puis... voilà, je me retrouve en France après toutes ces pérégrinations, parce que j'étais revenu en France et pour être auprès de mon père, mais aussi pour, après les 8 et 5 ans d'études, il fallait encore faire 2 ans pour avoir une sous-spécialité en pédiatrie pour travailler dans un hôpital en Israël. Mais je ne les ai pas faites à cause de la nécessité d'être présent. Voilà. Donc, je suis rentré dans la vie active, je crois, à 43 ou 40, presque quand mon fils prenait sa retraite. Mais ça ne fait rien, je ne regrette rien de cette... Le seul regret, j'ai que ma femme est morte trop tôt, parce qu'elle aurait dû écrire un petit peu cette biographie. D'accord. Elle écrivait. Et elle a fait un livre avec... Madame. Edith. Oui, elle a écrit le texte et Edith a fait les dessins sur Israël. Très bien, d'accord. Oui. Okay. Là, on arrive au bout de votre témoignage parce qu'on s'éloigne un peu de la guerre quand même. Oui, parce que j'ai plus de souvenirs maintenant, heureusement. Bien sûr. Alors justement, c'est mon avant-dernière question. Est-ce que vous pensez nous avoir dit tout ce dont vous vous rappelez de la guerre, ou est-ce qu'il y a un autre flash que vous n'avez pas encore raconté ou... Non, Très bien. Je suis gêné, mais ça me travaille depuis que j'ai eu le coup de fil, parce que franchement... Alors justement, c'est ma dernière question. Quand on vous a appelé, est-ce que vous avez accepté spontanément ou vous avez hésité? Non, il pourra témoigner, ce monsieur. J'ai accepté en lui disant qu'il n'a pas de chance, parce que j'ai très peu de choses à raconter. Il m'a dit, ça nous intéresse, donc je suis venu. Mais ce n'est pas par mauvaise volonté. C'est horrible, je ne sais pas. Okay. J'espère qu'elle n'invente pas. Alors, j'ai plus de questions. Vous allez terminer en nous disant ce que vous voulez très librement et on coupera. Dites-nous pour terminer si vous avez un message ou... Bon, le message, c'est concernant les événements même actuels. Oui, très librement. Très librement, je suis catastrophé et très déçu de ce qui se passe en Israël. Je pense qu'on nous a volé, je peux le dire d'ailleurs, hein, je pense qu'on m'a volé le pays pour lequel je suis parti avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais je ne sais pas si c'est Expliquez un peu mieux, parce que ce témoignage, s'il faut, il sera écouté encore dans 50 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en 2023 c'est un gouvernement d'extrême droite, mais plus que d'extrême droite, tout à fait opposé aux idées pour lesquelles on s'est battu et on est venu en Israël. La démocratie est en danger et je ne reconnais plus ce pays, comme mon pays. J'ai œuvré pourtant, on a fait ça. J'ai aidé tant que je pouvais des jeunes Israéliens à venir se faire opérer en France, à titre pour lesquels nous, on a payé les interventions, etc. Je suis resté très lié à Israël, mais maintenant c'est une cassure. Je ne me vois plus aller en Israël.
Là, c'est vraiment... bon. Mais ça n'engage que moi. Hein.